L'affaire du jour nous emmène en Arabie Saoudite dans les années 70 pour parler de la mort d'une princesse. Cette histoire, à l'époque, a passionné les foules partout dans le monde et a été le sujet d'un documentaire anglais qui a entraîné des tensions politiques entre les deux pays pendant plusieurs mois. Vous verrez que cette affaire est vraiment étroitement liée à la place des femmes saoudiennes dans leur société et encore plus à la place des femmes de la famille royale. Quand j'ai découvert l'affaire, j'ai eu l'impression de lire une version d'Aladin et Jasmine qui se serait plutôt terminée comme l'histoire de Roméo et Juliette, et vous allez voir que c'est même pire. Donc si vous êtes prêts, vérifiez que vos portes sont bien fermées, vérifiez que vous êtes seul chez vous, vous regardez Rétrocrime. Nous sommes donc en 1977 en Arabie Saoudite et un décret vient d'être publié interdisant aux femmes non accompagnées de voyager. Les jeunes saoudiens se répriment et ne disent rien face à ce qu'ils croient être un excès de zèle islamique conservateur de la part de la famille royale au pouvoir. L'irritation suscitée par cette mesure se transforme progressivement en incrédulité chez de nombreux Saoudiens et dans le monde arabe en général, lorsque la véritable raison de l'interdiction a progressivement filtré. Une romance tragique dans le royaume du désert impliquant une princesse saoudienne à qui on a interdit d'épouser l'homme qu'elle aimait. Pour plus de contexte, je vais vous parler un peu de la famille royale de l'époque et surtout de la princesse Meshal et de son grand-père, le prince Mohammed bin Abdulaziz Al Saoud. Le prince Mohammed est né le 4 mars 1910. Il est le fils du roi Abdulaziz et a souvent joué un rôle dans les campagnes de son père qui ont abouti à la formation du royaume d'Arabie Saoudite. En 1932, à seulement 22 ans, il est vice-roi par intérim du Hedjaz, pendant que le vice-roi officiel, Faisal Abdulaziz, son demi-frère, est absent. En 1964, Faisal devient roi et le nomme prince héritier. C'est un rôle qui va tenir une année, mais en 1965, il décide de lui-même de démissionner de ce poste pour laisser la place à son petit frère, le prince Khalid. En 1975, le roi Faisal est assassiné et les membres du conseil de la famille royale, avec à leur tête le prince Mohammed, proclament Khalid roi d'Arabie Saoudite. Et donc en 1977, au moment de notre affaire, il est le grand frère du roi. Le prince Mohammed, c'est l'un des membres les plus riches et les plus puissants de la maison des Saouds. Ses conseils sont recherchés sur tous les sujets par ses frères, notamment par son frère le roi, dont il est un important conseiller. On l'appelle un majlis, c'est-à-dire un chef de famille avec toutes les femmes autour, qui est très formel et très poli. Mais on le surnomme aussi Mohammed Abu Sharain, qui signifie les deux maléfiques, parce qu'il est très colérique et qu'il a des problèmes d'alcool. C'est un traditionnaliste qui s'oppose aux efforts de modernisation de l'Arabie Saoudite à la fin des années 1970, en estimant que les réformes nuiraient aux valeurs islamiques traditionnalistes du pays. La princesse Meshal est l'une des 2000 princesses appartenant à la maison des Saouds. Elle est la petite fille du prince Mohammed dont on vient de parler et elle est la préférée du roi. Tout le monde l'aime. Elle a voyagé dans le monde entier, ses parents lui ont donné tout ce qu'elle voulait. Elle est magnifique et pleine de vie, très décidée, elle a sa propre vision de la vie et elle est très têtue. Ses proches disent qu'elle a exactement le même caractère que son grand-père. Elle aime regarder des cassettes vidéo et reçoit toutes les semaines le nouveau Top of the Pop parce qu'elle adore la musique occidentale, surtout la pop anglaise et américaine. Sa chanson préférée, c'est Save Your Kisses for Me du groupe Brotherhood of Man et elle pourrait l'écouter en boucle pendant des heures alors que déjà ses servantes n'aimaient pas du tout ce type de musique et surtout n'en pouvaient plus de celle-là en particulier. Il faut savoir que la maison des Saouds organise les mariages de manière à protéger l'intérêt familial. Il interdit à ces femmes de se marier en dehors de la famille ou d'une lignée étroitement liée comme celle des Soudairis. À 17 ans, quand ses parents considèrent qu'elle a le bon âge, la famille choisit un mari pour elle, un cousin royal.
mais la jeune femme a des idées bien à elle et elle se révolte. Elle refuse de remplir le contrat de mariage et dit qu'elle veut aller à l'université à Beyrouth. Sa famille finit par accepter sans laisser le choix au futur mari. Elle part donc pour Beyrouth où elle est censée étudier, mais en réalité on n'est pas sûr qu'elle soit vraiment allée à l'université. Parce que lorsque les doyens de chaque fac au Liban ont été questionnés, ils ont dit qu'elle n'était pas étudiante de leur école. Donc on ne sait pas vraiment si c'est la réalité ou s'ils se sont protégés après les faits en ne voulant pas avouer avoir été l'université, entre guillemets, responsable de la princesse. Elle passe donc un peu moins de 2 ans à Beyrouth. Il y a 2 versions sur sa rencontre avec l'homme dont elle va tomber amoureuse. La première est qu'elle l'aurait simplement rencontré pendant son séjour à l'étranger. La seconde est qu'elle l'aurait vu jouer de la guitare à la télé et qu'elle aurait été subjuguée en quelque sorte. Elle l'aurait trouvé fantastique et aurait demandé à son chauffeur de lui envoyer un mot. En tout cas, quelle que soit la réalité, à Beyrouth, sur place, elle rencontre un jeune homme, Khaled Al-Sher Moulhalal. Il vient d'une bonne famille et il est au Liban pour ses études. Il est le neveu d'Ali Hassan Al-Sher, l'ambassadeur saoudien au Liban, qui a instauré un pacte permettant de mettre fin à la guerre civile libanaise. Khaled a 21 ans, il est saoudien aussi et il est très beau. Meshal va tomber très amoureuse de lui et il va tomber très amoureux d'elle, même s'il connaissait les risques et qu'il était terrifié. Donc on va dire qu'avec la naïveté de la jeunesse et la folie du premier amour, ils vont entamer une liaison. Il se voit en secret de sa famille, mais assez librement quand même dans les rues du Liban, et comme il ne se cache pas assez, des informations parviennent à Riyad, à sa famille, sur leur histoire d'amour. Meshal est convoquée sur le champ à la maison. Elle va tenter de présenter Khaled à sa famille, donc il va la suivre en Arabie Saoudite parce qu'ils veulent se marier. Mais malheureusement pour le jeune couple, la famille rejette le jeune homme, principalement parce qu'il est roturier et que leur union ne servirait pas les intérêts de la famille royale. La famille annonce pourtant à Meshal qu'elle va bien se marier, simplement pas avec l'homme de son choix. Elle doit épouser l'homme choisi par sa famille, un homme qui a pourtant l'âge d'être son père. Elle tente de protester comme la fois précédente, mais cette fois la décision est ferme, elle devra aller au bout du mariage. Mais Meshal, c'est un esprit libre, elle ne se soumettra jamais à ce mariage, et elle va essayer de mettre en place des plans pour s'échapper. Elle et Khaled prévoient de se retrouver en secret lors des vacances d'été de la princesse qui part chaque année en Europe, et à partir de là, ils veulent s'enfuir ensemble. Ce plan va tomber à l'eau parce que son grand-père, qui est bouleversé par son comportement au Liban, lui interdit de repartir à l'étranger. Ça sera trop pour la princesse qui comprend qu'elle ne peut plus attendre et contacte son amant pour mettre au point un autre plan. La famille possède un chalet au bord de la plage et elle s'y rend. Elle va persuader sa mère de la laisser aller nager à minuit, mais en réalité, Khaled l'attend sur la plage. Elle va déposer ses vêtements sur la plage face à la mer pour faire croire qu'elle s'est noyée et n'est jamais revenue de sa baignade. À la place, ils partent et vont convaincre un shir de les marier secrètement, puis à environ 8 km sur la côte au nord de Djeddah, ils vont se réfugier dans un petit hôtel face à la mer appelé Al-Atras. Ils ont prévu de rester cachés une semaine le temps que les recherches se terminent et que tout le monde la pense réellement décédée avant de s'enfuir pour quitter le pays. Mais même si elle ne le sait pas encore, Meshal a commis une erreur qui va les conduire tous les deux à leur perte. L'après-midi, avant qu'elle ne fasse semblant de se noyer, elle a laissé une lettre à sa femme de chambre avec comme instruction qu'elle ne serait pas livrée avant une semaine quoi qu'il arrive. C'était une note pour dire à sa mère de ne pas s'inquiéter et qu'elle était en sécurité. Bien sûr, quand les recherches se sont poursuivies jour après jour, la femme de chambre a eu peur et elle a remis la lettre. Tout le monde a été alerté le jour même où ils essayaient de s'enfuir. La princesse s'était habillée en homme, elle avait coupé ses cheveux et elle portait même une fausse moustache. Mais à l'enregistrement à l'aéroport, un buzzer de sécurité sonne lorsqu'elle passe. Les agents de sécurité l'attrapent et l'emmènent dans un bureau, et en voyant ça, Khaled se lève d'un bond. Il repousse la foule à la sécurité et fait irruption dans le bureau où la princesse a été emmenée. Elle a été reconnue, le couple est démasqué et le garçon est détenu par les hommes de la sécurité. La princesse le regarde en larmes et ce sera leur dernier jour ensemble. Il y a 2 versions du procès qui sont racontées. La version officielle racontée par la famille royale, ou en tout cas les porte-paroles de la famille, et une version officieuse racontée par certains membres de la famille et qui sera découverte plusieurs mois après les faits. On ne sait vraiment pas laquelle des deux est réelle, donc je vais vous laisser en juger.
Pour le contexte, il faut savoir qu'une exécution pour adultère dans le pays, c'est assez rare, parce qu'il doit y avoir 4 témoins masculins indépendants et honorables, ou 8 témoins féminins indépendants et honorables, et qu'ils doivent tous être témoins de la relation visuellement. Donc les termes exacts, c'est qu'ils doivent avoir vu la pénétration. La seule autre manière dont l'accusé peut être condamné, c'est de sa propre bouche, en disant devant un tribunal « j'ai commis l'adultère 3 fois ». Officiellement, au cours du procès, on pose la question à Méchaal et elle dit « j'ai commis l'adultère ». Immédiatement, le roi arrête la procédure. Il l'aimait. Il lui a dit « si tu admets ta culpabilité une seconde et une 3e fois, je ne peux pas te sauver. Ton grand-père ne peut pas te sauver. Tu n'as qu'une chose à dire, que tu ne reverras plus jamais ce garçon. S'il te plaît. » La princesse est retournée devant le tribunal et elle a dit « j'ai commis l'adultère, j'ai commis l'adultère ». Elle l'a dit 3 fois. En quelques secondes, elle s'était condamnée avec son amant. Tous les deux seraient publiquement exécutés. Officieusement, la Cour religieuse suprême d'Arabie Saoudite a refusé de juger l'affaire parce que la loi musulmane n'avait pas été bafouée puisque le couple s'était marié. Mais traditionnellement, une femme coupable d'infraction est punie par sa propre famille pour purifier son sens de l'honneur familial. Dans ce cas, la famille royale appliquait également ses propres règles en interdisant le mariage avec les roturiers. Le roi Khaled a refusé de signer un ordre d'exécution contre le couple, mais il n'est pas intervenu pour empêcher son frère d'imposer sa propre forme de discipline familiale. Traînée devant son grand-père, la jeune femme implore grâce, au moins pour son mari, mais le prince Mohammed, traditionnaliste, a fait la sourde oreille aux appels de sa petite fille. Le vendredi 15 juillet 1977 à midi, au bazar de Djeddah, le bourreau était juste habillé comme n'importe quel homme que vous verriez dans la rue. La version officieuse raconte qu'il s'agissait du garde du corps du prince Mohammed. D'autres princesses ont été conduites de force sur place pour assister à l'exécution. Ils ont sorti Méchaal d'un van. Elle était vêtue d'une abaya noire. Ils l'ont agenouillée devant un tas de sable et devant les yeux de Khaled, avec une arme à feu, ils lui ont tiré dans la nuque. Elle s'est effondrée au sol, sans vie. Khaled était terrifié. Ils ont pratiquement dû le porter au milieu de la place. Ils l'ont fait s'agenouiller avant de le décapiter. Le bourreau n'avait pas l'air habitué à manier l'épée et il a dû s'y reprendre à 5 fois, laissant la foule de spectateurs horrifiés. Certains pensent encore que la princesse Michelle vit jusqu'à ce jour, que la femme au voile noir qui a reçu 6 balles dans la tête n'était pas la princesse, simplement parce que sa famille l'aimait trop pour la tuer, mais qu'il devait montrer qu'il n'épargnait même pas les leurs. Méchaal a été tiraillée entre 3 manières de vivre, le féminisme occidental, le radicalisme arabe et puis la loi de l'islam. Pour survivre, elle devait apprendre à vivre dans 2 mondes à la fois, ce qui est presque impossible. Elle a grandi dans une prison dorée, profitant de la vie occidentale toute sa jeunesse, et en rentrant de Beyrouth, elle a été forcée de nouveau de retourner dans la manière de vivre traditionnaliste du désert, et elle a dit non. Elle a préféré se détruire, et détruire le garçon qu'elle aimait, que de renoncer à sa liberté. Moins d'1 semaine après la mort de la princesse, 2 lois draconiennes ont été adoptées par le pays. La première a réduit encore plus les droits très limités des femmes au travail, et la seconde leur a enlevé toute liberté de voyager. Sans l'autorisation écrite du chef de famille, une femme ne peut pas bouger. Le statut des femmes en Arabie Saoudite ne s'est pas beaucoup amélioré depuis. Les femmes qui étaient voilées à l'époque le sont maintenant. Les femmes qui étaient isolées alors sont isolées maintenant. Une femme ne peut pas aller à l'hôpital sans avoir obtenu la signature, l'approbation écrite de son parent masculin. Elle ne peut pas quitter le pays, à moins qu'un parent masculin n'approuve son départ. Elle ne peut pas demander le divorce, et si elle le demande, elle devra sûrement renoncer à la garde de ses enfants. Beaucoup de gens ne comprennent pas à quoi les femmes saoudiennes sont confrontées dans leur vie quotidienne. Le royaume saoudien a une base très solide dans sa religion, et les conservateurs religieux ont une énorme influence dans le pays. Particulièrement une énorme influence sur la façon dont les femmes mènent leur vie encore aujourd'hui. Les dirigeants saoudiens ont cependant toléré certaines améliorations dans la position des femmes, notamment dans leur accès à l'éducation, à un rythme relativement rapide en termes saoudiens. Les femmes ont le droit d'étudier, de travailler, elles peuvent être chefs d'entreprise uniquement dans un environnement strictement féminin. L'Arabie Saoudite ressemble à une société moderne. Il a tout ce genre d'apparat et d'éclat de modernisation,
Mais malheureusement, ce sont souvent les femmes qui payent. Lorsqu'il s'agit de modernisation, il est acceptable d'apprendre de l'Occident comme les autoroutes, le système téléphonique, le téléphone portable et Internet, mais il n'est pas acceptable de prendre le mode de vie moderne ou occidental. Donc c'est un paradoxe total. Plus le pays devient ouvert et modernisé, plus il s'accroche aux femmes en particulier et aux enfants pour montrer qu'il est toujours aussi traditionnel. Le producteur de films indépendants anglais Anthony Thomas s'est rendu en Arabie Saoudite et a interviewé de nombreuses personnes sur la princesse. Il a récolté des histoires contradictoires et a réalisé son documentaire Death of a Princess. Le film devait être diffusé le 9 avril 1980 sur une chaîne de télévision, puis un mois plus tard sur une chaîne publique aux États-Unis. Les deux émissions ont été accueillies par de grandes protestations et de fortes pressions diplomatiques, économiques et politiques de la part des Saoudiens pour annuler les diffusions. Après avoir échoué à faire annuler l'émission britannique, le roi Khaled a expulsé l'ambassadeur britannique en Arabie Saoudite. La crise diplomatique sera résolue un an plus tard au cours d'une visite à Londres du roi Khalid à la première ministre Margaret Thatcher, le 10 juin 1981. Je pense que l'une des choses intéressantes à propos de cette histoire, c'est les différentes versions de la vérité. Je crois que ça reflète la société saoudienne à travers les âges parce que, encore aujourd'hui, vous obtenez différentes versions de la vérité sur l'Arabie Saoudite. Vous obtenez une version si vous parlez à une personne et une version très différente si vous parlez à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout pour cette affaire. C'est une histoire d'amour tragique entre une princesse et un homme, mais aussi entre une femme et la liberté. Dites-moi si elle vous a plu, si vous en aviez déjà entendu parler, et dites-moi si vous pensez que la princesse est encore vivante et qu'elle se cache quelque part. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici, et je vous dis à la semaine prochaine. Vous avez regardé Rétrocrime.